Salut à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de 100% basket, comme chaque semaine à 18 h et en direct sur ma télé. Et en l'absence de Greg ce soir qui est souffrant et que je salue au passage, j'ai le plaisir de recevoir Anthony Autou à mes côtés qui monte en grade dans cette émission et qui aujourd'hui endosse le rôle de co-animateur. Salut Anto, ça va? Bonjour Baptiste, ça va? Bah, écoutez, Petite pensée pour Greg. Mais juste, Baptiste, fais attention parce que je monte dans la hiérarchie et que bientôt, peut-être que je serai à ta place. Non, je rigole. dans 15 jours, je te laisse mon bureau et ma veste. Allez. Non, je te la laisse, tu gères très bien. Allez, au sommaire, merci Anto. Au sommaire aujourd'hui, on va revenir sur la défaite du Saint-Quentin Basketball samedi soir au Rhenus face à la SIG Strasbourg, à SQBB, qui est malheureusement retombée une nouvelle fois dans ses travers. On découvrira le résumé de cette rencontre, on écoutera des extraits de la conférence de presse et on analysera comme chaque semaine quelques séquences de jeu. En seconde partie d'émission, il sera question de basket région et plus précisément des U18 élites du SQBB JSC. Et pour en parler, j'aurai la chance de recevoir les deux entraîneurs de cette équipe, Christophe François et Jérôme Lavallée, qui seront présents sur notre plateau. Et restez bien avec nous en fin d'émission. Je vous explique comment gagner ce ballon officiel de la BCL dédicacé par les joueurs du SQBB. Ce sera en toute fin d'émission, mais tout de suite, on va parler Betclic Elite et du SQBB qui s'est encore sabordé samedi soir en Alsace. Anthony, samedi soir, quand tu vois le premier quart-temps, on peut se dire que le SQBB va y arriver et qu'il est capable de rivaliser avec cette équipe strasbourgeoise. Enfin, le début de match n'est pas top. Je trouve que ça fait 9-4, temps mort Julien. Après, il fait ses premières rotations. Et oui, il re-rentre dans le match, bien, très bon défensivement. Offensivement, la balle tourne. On se dit, bah voilà, c'est un samedi de plus au boulot. Et derrière, il retourne de leur travers. Le deuxième quart-temps est catastrophique. C'est ça, 24-10. 4-10, 6 ballons perdus, tu mets que 3 tirs. Comme l'a très bien dit Julien à la fin, c'est difficile de gagner des matchs, tout simplement. C'est même compliqué, voire impossible. Les choses vont très vite changer, tu l'as dit. Mais on l'avait peut-être annoncé déjà la semaine dernière. Le changement de coach a encore créé ce fameux électrochoc. Et c'est SQBB qui en fait les frais. Oui et non. Ça peut être un facteur. C'est sûr que ça a été un facteur. Les joueurs de Strasbourg ont peut-être joué plus libérés que la semaine d'avant au Portel. Mais il ne faut pas oublier que la semaine d'avant au Portel, ils étaient à plus 11, il restait 5 minutes. Donc voilà, oui, je pense que Thomas Drouot a ramené sa patte, son envie. On l'a vu très actif sur le banc. Mais je pense que voilà, Strasbourg a joué un beau basket. Pas très flamboyant, mais ils ont mis l'intensité nécessaire pour gagner une rencontre de Betclic Elite. C'est quand même compliqué de reprendre une équipe comme ça, le flambeau, en début de semaine, même s'il est assistant, on le sait, hein, mais voilà, être à la tête de l'équipe, c'est compliqué. C'est quand même un coach qui a quand même de l'expérience, qui a coaché Orléans, Paris-Levallois, je dois en oublier quelques d'autres clubs, mais c'est un coach quand même expérimenté, à qui on a donné la chance, et surtout il y a beaucoup de joueurs d'expérience, Hugo Evernisi, Amadou Sow. C'est des joueurs Hugo l'a très bien dit à la fin de la rencontre. On sait gérer ce genre de scénario. Et puis voilà, ils ont mis de gros tirs. Ils ont eu des tirs. Copaïne notamment. Hein. Voilà, ils ont eu des tirs ouverts. Ils ont mis dedans. Ils ont eu des tirs défendus. Ils ont mis dedans. Et ils ont fait le match qu'il fallait. Pas Saint-Quentin, tout simplement. Allez, avant de continuer de parler de cette rencontre et de cette malheureuse défaite, je vous propose de découvrir un résumé de cette rencontre entre le SQBB et la SIG Strasbourg en Alsace. Strasbourg et son nouveau coach, le remplaçant de Laurent Villa, Thomas Drouot. 7 jours après son nouvel exploit contre Paris, le Saint-Quentin Basketball voulait enchaîner lors d'un nouveau déplacement, cette fois-ci du côté de la SIG Strasbourg. C'est très fort. Après un premier carton maîtrisé, le SQBB montre qu'il est en capacité de rivaliser. Plus 5 après 10 minutes de jeu. Pitster est puni cette fois. Mais malheureusement, ces vieux démons vont ressurgir dans le deuxième. Les Saint-Quentinois vont lâcher trop de ballons et la SIG va logiquement prendre l'ascendant en passant un cinglant 24-10 au SQBB. Dans ces 10 minutes, les hommes de Julien Mahé vont perdre 6 ballons et n'inscrire que 3 petits paniers, trop compliqués pour espérer l'emporter. Au retour des vestiaires, l'intensité folle imprimée par les Alsaciens ne faiblit pas. Les hommes de Thomas Drouot conservent un léger avantage avant d'aborder le Money Time 66-60. Qui s'en sort quand même. C'est à ce moment-là, encore une fois, que le Saint-Quentin Basketball va se saborder avec une adresse en berne et des erreurs défensives qu'il va payer cash. Mais il y est allé, même en difficulté dans cette partie. Troy Copain, bon service pour Amadou Sow. Le SQBB va s'incliner 83-69 et permet à la SIG de mettre fin à une série de 8 défaites de rang, dont 7 en Betclic Elite.
Les Saint-Quentinois retrouveront Pirates le 23 mars prochain avec la réception de Nanterre 92. Donc, remporte son premier match en tant qu'entraîneur principal de cette équipe de Strasbourg, le détonateur. Anthony, on pouvait se demander si le SQBB pouvait confirmer et enchaîner ses performances avec régularité. Bah, malheureusement, on a un peu la réponse là, mi-mars. La réponse pour l'instant, voilà, au 8 mars, c'est non, mais c'est un peu le film de la saison. Moi, je pensais qu'ils avaient vraiment passé un cap après notamment la Leaders Cup, le quart contre Paris, les 38 minutes contre Le Mans qui sont bien, puis tu fais de l'exploit à la Dias Arena. Donc je pensais vraiment qu'ils avaient vraiment passé le cap. Mais en fait, ils sont retombés dans leur travers, mais je ne vais pas dire de début de saison, mais du match de Nancy, 1er février. C'est exactement un peu le même match où tu es face à une équipe de ton niveau, de ton calibre, et tu n'arrives pas à te surpasser. Voilà, c'est tout simplement ça. Est-ce que le SQBB n'est pas motivé davantage de jouer des grosses écuries que des équipes un peu plus à leur portée? Non, je pense pas. Je pense que ils arrivent avec la même motivation, mais voilà, c'était une rencontre un peu bizarre et tu as manqué d'adresse. Et en fait, je pense que Saint-Quentin, et ça Julien le résume très bien en fait, c'est que pour le cap qu'ils doivent passer, c'est qu'ils doivent te dire on peut gagner le match par la défense. Ce qu'ils avaient fait un peu au Portel, peu à droit, mais ils avaient très bien défendu et ils avaient gagné la rencontre. Et à chaque fois, on a l'impression que c'est leur attaque qui dicte, on va dire, le tempo de leur défense. Et avec les joueurs qu'ils ont, ça doit être le contraire, tout simplement. Si tu attaques mal, tu défends mal. Voilà, si tu attaques mal, tu défends mal. Et du coup, si tu défends mal, souvent aussi, tu peux aussi mal attaquer. Et c'est ce qu'ils ont fait, en fait. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Voilà, c'est un peu ce qu'ils ont fait. Mais à l'image de Jérôme Robinson peut-être fait son plus mauvais match. On n'a pas beaucoup vu. Voilà, pas beaucoup vu. Il a eu des tirs ouverts qu'il a ratés. Et à chaque fois, dès qu'ils avaient l'occasion de revenir, c'était un tir ouvert. Ça faisait gamelle, c'était pas dedans. Et à l'inverse, Strasbourg marquait. Donc, moralement, c'est dur. C'est dur. On va partir du côté de la salle de conf de presse pour retrouver Julien Mahé, découvrir sa réaction juste après le buzzer final de cette défaite. Ce soir, la SIG a mérité sa victoire. Voilà. Ils ont été meilleurs que nous. Ils ont été très adroits. Très adroits. Je pense qu'il y a vraiment, sur les situations des tirs à 3 points ce soir, je pense pas qu'on se soit créé de plus mauvais tirs que la SIG. Mais il y a eu une réussite terrible, une différence de réussite qui est hallucinante parce qu'on a vraiment eu beaucoup de tirs ouverts. Mais voilà, le deuxième quart-temps fait très mal parce que quand on fait 3 sur 12 au tir et 6 balles perdues dans un quart-temps, évidemment on prend un éclat. Et nous, depuis le début de saison, on est ce type d'équipe qui, si elle n'attaque pas bien, défend encore moins bien que ce qu'elle fait habituellement. Donc ce soir, ça a été vraiment mal embarqué toute la soirée. Il n'y a pas grand-chose qu'à tourner dans notre sens. On a été très embêtés par les fautes. Et c'est difficile en plus d'avoir nos joueurs, pour certains des joueurs vraiment majeurs, qui sont autant gênés par les fautes. Voilà, c'est ainsi. Ça montre aussi qu'on a eu beaucoup de retard défensif, même si il y a quand même. Voilà, mais c'est une victoire méritée. Bravo à Strasbourg. Bon, prendre des éclats, Anthony, c'est pas la première fois cette saison que ça arrive, mais les Saint-Quentinois ont quand même du mal sur la durée à en tirer les enseignements pour que ce scénario évite de se reproduire, du moins sur du long terme. L'éclat, il arrive vraiment en fin de rencontre. Tu as plus 6, il reste 7 minutes. Voilà, on a 2 minutes de rentrer dans le money time des 5 minutes. Et là, tu prends un 10-0. Un 10-0 un peu incompréhensible parce que vraiment, tu as la balle tu as 2 possessions pour repasser sous la barre des 6 points. Tu perds 2 ballons. Et derrière, il faut que c'est Amadou Sow qui marque. Puis un 3 points de Robertson. Voilà, le match était plié. Mais c'est vrai que depuis un mois, depuis Nancy, ils avaient arrêté cette habitude de prendre des éclats. Là, ils s'étaient passés vraiment avec un seul match par semaine. Donc, ils n'ont pas l'excuse non plus de la fatigue. C'est juste que là, non, ils ont été battus dans l'engagement et notamment dans cette fête rencontre, tout simplement. L'inconstance, c'est peut-être un des adjectifs qui définit cette équipe du SQBB version 2024-2025, sans mettre de côté évidemment les belles choses qui ont été accomplies depuis septembre dernier, mais l'inconstance, ça fait partie. En fait, l'inconstance définit bien Saint-Quentin et la constance définit les grandes équipes. C'est assez contradictoire. Voilà, définit les grandes équipes, entre parenthèses. Aujourd'hui, en fait, Saint-Quentin, ils font la saison d'un 7e, tout simplement, c'est-à-dire capable de gagner des matchs, donc en étant un bilan positif, capable de faire des gros coups, comme il en fait en début de saison en battant Monaco, Le Mans et Paris la semaine dernière, mais aussi capable de s'incliner face à des équipes, on va dire, de leur calibre. Mais attention, Strasbourg, certes, était dans une mauvaise période, mais ça reste le 5e budget de la Betclic Elite, et sur le papier, sans faire offense aux joueurs de Saint-Quentin, Strasbourg a de très bons joueurs aussi. Donc,
dans la logique, je veux dire, c'est pas illogique de perdre à Strasbourg et c'est pas une honte de perdre à Strasbourg. C'est juste que parfois on a tendance à ouvrir le journal, aller sur Internet, regarder le classement et se dire oh, Saint-Quentin 7e, Strasbourg 13e, on va gagner. Mais il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça. Allez, on va retrouver Julien Mahé qui revient sur le manque de régularité de ses joueurs et sur le fait de ne pas réussir à enchaîner. On retourne en salle de presse du côté d'Uranus où Anthony, tu étais samedi soir. C'est notre saison pour l'instant, hein, et c'est un film qui, c'est un jour sans fin, quoi. C'est à chaque fois qu'on fait un ou deux bons résultats, on tombe derrière. Je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas pourquoi. J'aimerais quand même avoir un groupe un peu plus mature quand même pour arriver à un genre de match. On a déjà connu cette situation, parce que même le début de match, enfin, tu vois, les garçons les 5 qui startent quand même, c'est quand même pas très sérieux, quoi. Laisser 11 points en 2 minutes 30, des retards défensifs de partout. Tu remets les 5 même début du deuxième, ils recommencent. Alors qu'on avait fait plus 5 sans avoir été vraiment très bon, quoi. Bon, là, ça a quand même un peu déconné, quoi. Donc, ce qui est sûr, c'est que j'aimerais qu'à un moment donné, on comprenne qu'on doit entamer tous les matchs comme des morts de faim, quoi. Ce qu'on n'a pas fait ce soir. Alors qu'on savait très bien que compte tenu de la situation, ça allait être le cas de Strasbourg. Mais bon. Voilà, il y a des duels quand même ce soir qui font très mal. Très très mal, vraiment, très très mal. Bon, on voit que Julien sourit un peu de manière ironique. Des duels qui font mal, qui font très mal. Il entend quoi par là, Julien? Ouais, bah, dessous, je pense que Sceaux a fait dans son match-up face à Olajuwon a été plus fort, tout simplement. Nolan a fait des fautes. Nolan n'a pas fait un mauvais match. Nolan a juste été fauté. Et on peut interroger beaucoup de basketteurs. Voilà, l'une des phobies, c'est être fauté. Parce qu'en fait, quand tu rentres un peu en rythme, boum, tu as la 3e qui arrive. Tu dois sortir. Tu reviens, fais attention, la 4e. Et après, psychologiquement, tu sors aussi du match. Exactement, ça te plombe ton match. Mais quand il était sur le terrain, il a quand même 3 ou 4 bonnes pas décisives qu'il fait à ses intérieurs. Donc non, Nolan n'a pas fait un mauvais match. Voilà, c'est vraiment Jérôme Robinson, mais c'est dur de lui tomber dessus. Il traînait. Il a sauvé tellement les fesses et même, il avait peut-être qu'aussi, il avait le mollet qui tirait un peu aussi à la fin de la rencontre. Et puis, c'est un joueur qui est ciblé. À un moment donné, les équipes, les coachs adverses, ils scoutent, ils travaillent. Et aujourd'hui, à Robinson, on lui laisse beaucoup moins de liberté qu'on lui laissait en début de saison. Et plus ça va avancer sur la fin de saison, et moins on va lui en laisser, tout simplement. Il n'y aura plus beaucoup de places pour jouer en fin de saison régulière. Il y a aussi, Anthony, une donnée non négligeable, c'est la maladresse des Saint-Quentinois, notamment un 9 sur 29 derrière l'arc. C'est des chiffres qui ne pardonnent pas. Hein. Bah ouais, surtout qu'il y a beaucoup de tirs ouverts. Encore, il y a ces tirs à 3 points en fin de possession où tu es un peu bloqué, tu jettes la balle, bon, ok. Mais là, il y a beaucoup de tirs ouverts qu'habituellement ils mettent et qu'ils ont mis la semaine d'avant à Paris, en fait. Donc c'est ça, en fait, qui fait la différence. Et Strasbourg a ses tirs ouverts. J'ai eu en tête 2-3 tirs ouverts de Efranisi qui tombent dedans. Robertson, pareil. Amadou Sow, il en met 2. Copé, il en met 3 ou 4. Donc ouais, ils ont été vraiment... la bascule, elle se joue sur ça. Et du coup, quand tu rates des tirs ouverts, tu dois défendre. Et si en plus tu encaisses des paniers, dans ta tête, c'est dur. C'est compliqué, effectivement. On va retrouver une dernière fois Julien Mahé qui revient sur ce manque d'adresse notamment, mais également des pertes de balles qui sont fatales au SQBB. On écoute une dernière fois Julien Mahé. C'est le basket. Moi, je vais jamais en vouloir à mes joueurs parce qu'ils ratent des tirs. C'est le basket. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est sûr que ce soir, c'est trop, quoi. Je pense que il aurait vraiment fallu faire quelque chose de défensivement de sacrément fort. Parce que quand on est aussi maladroit que ça, à 3 points complètement seul, à l'intérieur, enfin, on a raté des trucs intérieurs pareil, qu'on rate rarement, mais c'est le basket. Par contre, c'est sûr que, il y a des pertes. C'est un moment clé, parce qu'à 66-60, Nolan, il a été gêné par les fautes, il a pas fait un mauvais match, il a trouvé les joueurs après. Mais cette perte de balle-là, il fait très mal. Parce qu'il monte la balle, il se passe rien, et juste derrière, Khalid donne aussi la balle et donne une interception, c'est un passage qui fait très très mal. Donc, mais de toute façon, c'est notre voilà, comme je te dis, ça c'est ces 2 pertes de balles là, et puis il y a le deuxième quart. C'est le deuxième quart qui tue le match. 24-10, 3 sur 12, 6 balles perdues, tu veux faire quoi? Tu peux pas jouer au basket. Hein. Quand tu perds 2 fois plus de ballons que tu mets de panier, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, Julien Mahé a totalement raison, mais pour autant, on va regarder un peu le verre à moitié plein. Il y en a un qui était à droite samedi soir, c'est on va dire le régional de l'étape William Pfister, qui n'a pas loupé grand-chose. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Mais il a surtout mis 2 tirs à 3 points, 2 sur 2 à 3 points. Alors c'est pas son rôle à la base. C'est pas son rôle, mais on sent qu'il prend confiance. Voilà.
Je disais la semaine dernière, William Pfister, ce ne sera jamais ton meilleur joueur offensivement, ça ne sera pas ton attaquant numéro 1, mais c'est un joueur qui peut mettre des tirs. Déjà, c'est un joueur qui aura très peu de tirs sous le cercle. Je crois que, si je ne me trompe pas, dans les joueurs qui jouent plus de 15 minutes par match, c'est le numéro 1 dans le championnat de France. C'est-à-dire qu'il a 82,5% de réussite sous le cercle. Donc le gars, quand il est sous le cercle, il va mettre. Et là, 3 points, ben, c'est 2 fins de système où il se retrouve ouvert, il ne se pose pas de questions, il arme et ça rentre. Et je pense que c'est quelque chose qu'il doit développer encore plus dans sa panoplie, car il est capable de faire. Et avoir un poste 4 qui tire de loin, c'est toujours une option. Ben, pour tous les coachs, c'est ce qu'ils veulent, hein, avoir des intérieurs qui savent aussi tirer. Mais je pense que c'est quelqu'un qui marche aussi à la confiance. Oui, c'est quelqu'un qui marche à la confiance, mais il a la confiance de Julien. Mais c'est vrai que parfois, cette saison, il a le cercle ouvert, il ne le regarde même pas parce qu'il est voilà, dans cette récitation. Et vu que c'est un joueur très intelligent, il vient dans la récitation de faire plaisir aux autres. Mais des fois, avant de faire plaisir aux autres, il faut aussi se faire plaisir. C'est un peu égoïste. Voilà, Allez, on va écouter le capitaine du SQBB en salle de conf qui revient sur cette rencontre, mais également sur sa prestation individuelle. Bon premier carton. Le carton dans l'ensemble, oui, mais le début de match, non. On commence le match, on revient dedans. Après, on loupe beaucoup de choses, nous, des tirs faciles, Puis eux, c'est une équipe ce soir qui est très à droite, donc voilà quoi, ils arrivent à nous punir. On savait que ils avaient une grosse motivation pour ce match. Nous, malheureusement on n'a pas su répondre sur la fin de match. On abandonne on abandonne pas, mais ouais, on les laisse rouler quoi, et ils font un écart qui doit pas être, ça doit pas se faire. L'image de nos saisons, on est capable de faire des très grosses perfs, et malheureusement de venir ce soir et de déjouer quoi. Donc ouais, c'est sûr que ça fait plaisir de revenir ici. Après ce soir, j'ai eu des opportunités et c'est rentré, donc c'est sympa. Ouais. Ouais, je pense que continuer à prendre les initiatives, continuer à travailler tous les jours, et puis là ce soir ça va payer, donc tant mieux quoi. Bon allez, on va mettre de côté cette rencontre et se focaliser sur la suite et la fin de la saison. Mais comme chaque semaine, on vous a sélectionné 4 actions de cette rencontre. Et on va commencer par la première avec Dominique Olejniczak qui va trouver une position dans les premières secondes du match dans la raquette. Anthony, notre analyste, c'est à toi. On peut avancer. Première action saint-quentinoise de la rencontre. Ça, c'est vraiment le système chéri par SQBB. C'est voilà, le 2 qui fait genre de faire une remontée. Donc on peut avancer. Dominique va piquer Khalid Moore, qui va venir faire un main à main, la rendre à Nolan, écran. Et là, vous voyez, la défense de Strasbourg est agressive parce qu'ils craignent le drive de Nolan Traoré, ce qui est normal. Donc Sceaux sort un peu trop, pas de communication, 2 points. Voilà. Action d'école, et on la voit très souvent. Nolan est un bon passeur, il a énormément progressé sur ça. Et Dominique est un très bon finisseur. Il y a la vista de Nolan Traoré, mais il y a aussi le trou béant dans la raquette strasbourgeoise. Ouais, mais en fait, c'est une mauvaise communication entre eux. Ils ont, je crois que c'est Robertson ou Copain. Robertson, je pense à l'opposé, qui rentre mal. Et de toute façon, s'il ne sort pas là, la balle, elle va sur l'aile et ça peut être un tir à 3 points. Là, ils ont priorisé de défendre l'extérieur et c'est Dominique qui en a profité. On va regarder la seconde action choisie par Anthony. C'est Loïc Schwartz à la finition à longue distance. Alors on va basculer. Et là on est dans le premier carton, on se disait tout à l'heure Julien en conférence de presse, hein, c'est un bon passage et c'est un système pareil qui commence avec un pic. Voilà, c'est Loïc qui vient piquer Dominique, on appelle ça un Spanish. Voilà, et en fait c'est pic de piqueur, c'est-à-dire que Dominique pique Nolan Traoré pour un écran et va ressortir, Loïc va revenir, normalement doit revenir piquer le défenseur de Dominique, on peut avancer. Et là la défense fait un choix, il est tout seul. Amadou Sow est en retard, ça n'a pas switché, c'est 3 points. Mais on vient de voir les 2 premières actions, Anthony, qu'on a déjà vues les semaines précédentes, globalement, dans le schéma de jeu. En fait, Julien, il avait dit il n'y a pas longtemps qu'il avait tenté et essayé, et ça a marché, de vraiment simplifier, on va dire, tout ce qui est système et, on va dire, système offensif, animation offensive, parce que, on parlait trop de ballons, tout simplement. Et du coup, là, c'est des choses simples. Nolan est un très bon joueur de pick and roll. Dominique est un très bon screener, c'est-à-dire c'est un très bon poseur d'écran. Et à côté, là, il y a des joueurs qui sont très bons dans l'attraper, jouer, attraper, shooter, comme Loïc Schwartz. Quand tu vois le gabarit de Dominique, en même temps, t'as pas envie de tu prends l'écran en pleine poire, je pense que tu n'en sors pas indemne. Hein. Ça fait mal, ouais. Allez, on va regarder la 3e action de cette rencontre. C'est dans le 3e carton cette fois-ci. Et c'est Giovan Onyangue à la finition, Anthony. C'est pareil, on peut avancer. Donc c'est Lucas qui monte la balle, sortie pour Noah. Et vite, juste après la prise de balle de Noah, on peut avancer.
Voilà, Dominique monte à l'écran. On voit, c'est souvent les mêmes entrées en fait. Hein. Donc là, c'est un écran. Dominique va prendre l'écran. Voilà, là, Strasbourg fait un peu de prise à deux. Et là, intelligemment, ce qu'on dit souvent, c'est faire le pas de recul pour regarder l'information. Passe à Lucas. Voilà, passe, extra passe, dedans. La balle bouge plus vite que la défense. Et Giovanni, on sait, hein, il est bon. Hein, dans l'attraper-shooter, c'est peut-être l'un des meilleurs 50 cette saison. Avec ou sans la planche, ça dépend. Avec sur la planche. Là, c'est quand même difficile de mettre la planche à cet endroit-là, mais c'est un très bon tir. Et là, ils reviennent à moins 7. Pareil, on se dit, allez, c'est bon moment, mais ça n'a pas marché. Il y a toujours un mais c'est compliqué. La dernière action, justement, hein, c'est William Pfister qui va se retrouver, mais vraiment solo dans la raquette en fin de match. C'est dans le dernier carton, il doit rester un peu moins de 7 minutes. Bah, en fait, c'est pareil, remise, voilà. Et vous voyez, les 4 actions, c'est les mêmes entrées. Même pic, et c'est à peu près le même système que le tir de Loïc Schwartz. C'est-à-dire que Noah Kirkwood, vous voyez, il va piquer, enfin, William va piquer Nolan, on peut avancer. Voilà, et derrière, Noah Kirkwood pique le défenseur de William Pfister, juste à l'heure. Spanish pick, là, les pics de piqueur, et là, c'est la défense qui doit faire un choix. Soit, là, je pense on peut avancer. Voilà, ça ne communique pas, le défenseur, il est obligé de sortir. En fait, ils viennent à 2. Sur Nolan Traoré. Et en fait, là, soit c'est tir de Noah Kirkwood à 3 points, soit c'est passe pour William Pfister. Et Nolan, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il lit vraiment très bien le jeu, en fait. Voilà. C'est comme la première action, exactement pareil. En fait, vraiment, ils ont joué des choses simples. Et ça, ce qu'on dit, c'est pas offensivement qu'ils ont perdu le match. C'est vrai, parce qu'après, le basket, ça reste un sport d'adresse. Des fois, tu peux mettre, tu peux pas mettre, mais c'est vraiment défensivement où ils n'ont pas mis l'intensité nécessaire pour notamment rattraper ces maladresses offensives. En fait. Et c'est vrai que Nolan, on le voit quand même depuis le début de la saison, il progresse quand même pas mal en termes de lecture de jeu. Il a énormément progressé en termes de lecture de jeu, c'est grâce à Julien. Et notamment sur ces écrans pics de piqueur, là, où on le voit souvent envoyer des ballons en l'air avec Dominique. Et ça va arriver aussi avec Enzo Sherman, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Enzo Sherman. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais il a fait une rentrée très correcte. En tout cas, quand il rentre dans le terrain, dans le premier quart-temps, il permet à l'équipe de revenir et à passer devant. Il fait partie de ce deuxième 5 en fait. Ouais, il lui manque peut-être un petit peu de condition physique. Il manque de la condition physique et il lui manque aussi la connaissance du jeu de Julien Mahé. Et notamment défensivement, parce qu'on sait très bien que c'est une défense collective et qu'il a besoin d'avoir des repères. C'est pour ça que cette trêve, elle arrive difficile pour ne pas enchaîner, mais elle va lui permettre à lui justement de se roder, rattraper ce retard. Avec cette 10e défaite cette saison, Anthony, le SQBB reste toujours à la 7e place du championnat, qualifiable pour les play-in. Et justement, on va s'arrêter 2 secondes parce qu'on m'en a parlé la semaine dernière. Comment ça va se passer? On va faire un petit guide mode d'emploi sur cette nouvelle formule. On le rappelle, parce qu'à l'issue de la saison régulière, les équipes classées entre la 7e et 10e place vont participer à un play-in. Anthony, dis-nous en davantage. En fait, ça, c'est un modèle qu'on a copié un peu aux Américains, qui a été après repris par l'Euroleague. Et nous, maintenant, en Pro A, on a copié ce modèle-là. C'est simple, les 6 premiers sont qualifiés directement pour les playoffs. Ça ne change pas. Le premier aura toujours l'avantage du terrain jusqu'à la finale. Par contre, tout ce qui est 7e, 8e, 9e et 10e place, ils vont faire un play-in, un mini-tournoi. C'est-à-dire que le 6e va affronter le 7e. Non, le 7e affronte le 8e. Pardon, le 7e affronte le 8e. Le gagnant est qualifié pour les playoffs. À la 7e place. À la 7e place. Et le 8e jouera le gagnant du 9e contre le 10e. Exactement. Et après, celui-là sera qualifié à la 8e place. Et le 3e match, ce qui est un 3e match, ce sera le perdant de la rencontre numéro 1 contre le vainqueur de la rencontre 2. Tout à fait, exactement. C'est un peu compliqué à comprendre, c'est une nouvelle formule. Voilà. Mais ça permet aussi de te redonner une 2e chance. Oui, c'est pour ça que c'est très important pour Saint-Quentin d'essayer de finir dans les 7 premiers. Comme ça, tu as l'avantage du terrain en play-in. Voilà. 6e, c'est encore mieux. 6e, c'est encore mieux, mais aujourd'hui, tu es 7e. Aujourd'hui, tu es 7e, tu as peut-être l'occasion de passer à la 6e place samedi en gagnant à Strasbourg, tu ne l'as pas fait. Mais Saint-Quentin n'est jamais sorti des 7 premières cette saison. Donc, il faut que ça continue comme ça. Et on rappelle que cette formule de play-in se dispute à chaque fois en un match sec chez le mieux classé de la saison régulière. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu recevras, c'est sur un match sec, tu perds. Enfin, tu es 7e, tu gagnes, c'est compliqué. Tu gagnes, tu avances. Tu perds, tu as encore une chance. Tu as encore une chance. Par contre, si tu es 10e, tu perds, c'est terminé. Tu es en vacances. Voilà, on a hâte de découvrir cette formule. Mais le SQBB sera off ce week-end avant d'affronter Nanterre le 23 mars prochain. C'est en raison à des demi-finales de Coupe de France. Je me mouille un peu, mais c'est un peu absurde quand même ce calendrier. On sort d'une trêve de 15 jours. Ah ouais, moi, je ne comprends pas pourquoi. Derrière, on coupe. Moi, je ne comprends pas pourquoi on a fait tous les tours de Coupe de France en milieu de semaine. Et là, maintenant, on les déplace en week-end.
peut-être qu'ils ont misé aussi que les équipes qui arriveraient en demi-finale seraient des équipes d'Euroleague, et que je peux comprendre qu'avec les matchs, là, les double 8 qui vont arriver en Euroleague, c'est compliqué. Mais ça tue les autres équipes, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'eux, ils vont enchaîner, parce qu'ils enchaînent déjà en Euroleague. Ils ont même enchaîné avant toi à la trêve hivernale. Et là, toi, tu t'arrêtes encore. Donc non, c'est... Ah, on a enchaîné les matchs, et là, il y a 2 coupures coup sur coup. D'ailleurs, ce qu'a dit Julien en conférence de presse. Et il a totalement, raison, parce qu'en gros, tu as enchaîné les matchs, tu t'es arrêté. Il y a eu la Leaders Cup, tu t'es arrêté. Tu enchaînes les matchs, tu te arrêtes. Ouais, c'est compliqué, quoi. Et là, tu ne peux pas dire aux joueurs... ni faire de break et tout, parce que derrière, ça enchaîne. Bon, on va faire une petite aparté avant la fin de cette première partie. On l'a vu dans la presse depuis hier. La rumeur court sur un départ éventuel de Julien May. On en est vraiment, et j'insiste, sur le stade de rumeur. Oui, c'est une rumeur. Je n'ai même pas essayé, pour être sincère avec toi, je n'ai même pas essayé de me renseigner plus. De toute façon, aujourd'hui, quel club, à part peut-être les 3 premiers de Pro, ne serait pas intéressé par avoir Julien? Ça fait 5 ans qu'il est là, ça fait 5 ans qu'il fait des miracles. Et que c'est logique, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que là, il a annoncé dans un club en région parisienne, mais ce club-là a encore un coach sous contrat. Donc voilà, c'est quand même... faudra voir. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui aiment Julien May, en tout cas. Après, cette rumeur permet aussi de contrebalancer en te disant que c'est un gage de reconnaissance. Il y a du travail qu'a effectué Julien depuis son arrivée. Ouais. On se rappelle, il y a 5 ans. Ici, mais enfin, il n'y a même pas besoin de rumeur pour savoir tout le travail qu'il fait. Julien fait un énorme travail ici. Ça fait 2 ans quand même qu'il fait de beaux miracles, on va dire, avec le dernier et l'avant-dernier budget de Pro A. Maintenant, de toute façon, il faut être simple, un jour ou l'autre, ça arrivera. Un jour ou l'autre, Julien sera... Je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui ne sont absolument pas prêts à ça. Oui, mais c'est là aussi où on voit que si le club a vraiment grandi, c'est que souvent Saint-Quentin a existé avant Julien et il existera après Julien. Et on lui fera peut-être une statue sur la place de... Et puis il a mérité, il n'est pas encore parti, il y a encore des matchs et il a encore... Il y a encore une saison terminée. Exactement. Bon Anthony, on arrive à la fin de cette émission, de cette première partie, avec ton très joli pull. On se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Il n'y a pas de pronostic. Ah non, il n'y a pas de prono vu qu'il n'y a pas de match. Tu peux pronostiquer sur Nanterre. Allez, vas-y, on a 15 jours d'avance. Nanterre, on gagnera. On gagnera plus 17. Et tu me donneras le score la semaine prochaine. Exactement. Ok. Allez, ne bougez pas. Après une page de pub, on parle de basket région et des U18 élites du SQBB JSC. Et je reçois dans quelques instants les 2 coachs de cette équipe. A tout de suite sur ma télé. Salut Anto. Au revoir. Allez, de retour dans 100% basket et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Christophe François et Jérôme Lavallée, tous 2 coachs des U18 élites du SQBB JSE. Bonsoir messieurs, merci d'avoir accepté cette invitation et je vais commencer par Christophe. Salut Christophe. Bonsoir Baptiste, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Merci d'être là et à ma droite, j'ai Jérôme Lavallée qu'on ne présente plus sur le territoire saint-quentinois qui a été arbitre, joueur. D'ailleurs j'ai revu une photo de toi ce matin quand tu étais jeune. Salut Jérôme. Salut Baptiste. Avant de parler de cette formation des U18, on va faire connaissance avec vous deux pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas. Christophe, est-ce que tu peux te présenter et dire ce que tu fais en ce moment au sein du SQBB JSC? Alors Christophe François, je suis entraîneur sur le centre de formation du SQBB JSC. J'interviens sur les catégories U17, U18, U21 et je suis le coach principal des U17 qui évoluent en championnat régional et U18 qui évoluent en championnat national. Bon, avant d'arriver ici, tu as pas mal bourlingué dans le basket régional et départemental. C'est vrai, y compris en interne, puisque j'avais démarré mes premiers entraînements à l'époque lorsque j'étais encore joueur à Saint-Quentin sur les catégories jeunes. Et là, depuis que je suis salarié au club depuis 2017, j'ai travaillé sur le FMB, l'école française de mini-basket, sur les U15 régions, les U15 élites. J'ai fait aussi la pré-nationale et là, je suis sur les U17 et U18. Un beau CV. Jérôme, pareil, même question, tu vas te présenter, nous raconter un petit peu tout ce que tu fais jusqu'à aujourd'hui. Ok, Baptiste. Écoute, moi je suis dans le basket depuis 36 ans maintenant. Donc j'ai commencé en tant que joueur à Saint-Quentin Basketball. J'ai fait mes gammes pour jouer jusqu'en National 3 lorsqu'il y a eu le dépôt de bilan de la Pro jusqu'à la National 3, National 4. Ensuite, j'ai joué en pré-national pendant une quinzaine d'années. J'ai commencé à entraîner à l'âge de 21 ans sur des U13 filles, départementales, régionales. Je suis parti pour X raisons à la JSC, qui est maintenant en affiliation avec le Saint-Quentin Basketball. Je me suis occupé des U15 championnat de France, filles.
Je suis revenu à Saint-Quentin, je me suis occupé des U17 régionaux. Je suis parti pour X raisons sur le club de Gricourt où je suis resté environ 13 ans. J'ai mis en place le FMB avec Stéphane Dive, qui est connu sur le territoire gricourtois. Et puis voilà, donc j'ai coaché l'équipe qui est maintenant en prénat, qui est repris par Fabien Bidard à Gricourt. Et là maintenant, ça fait 5-6 ans que je suis avec Christophe sur le Saint-Quentin Basketball, des U17 jusqu'à l'assistanat U18. Donc voilà, et entre deux, il y a 3 ans, j'avais repris l'équipe prénat de Saint-Quentin. Et puis voilà, quoi. On a connu Jérôme Lavallée joueur, Ouais. Jérôme Lavallée entraîneur, mais on a aussi connu Jérôme Lavallée arbitre. Arbitre, effectivement. Donc quand j'étais plus jeune et que j'avais la condition physique, j'ai fait du championnat de France jeune. J'ai arrêté pour des raisons personnelles et j'ai repris après au niveau départemental. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir siffler avec mon fils, qui a maintenant abandonné, Julien. Mais ouais, donc multicarte, on va dire, multicasquette. On va parler de votre équipe des U18 dans quelques instants, mais avant ça, on va regarder un résumé de votre dernier match. C'était dimanche après-midi du côté du gymnase Bertrand Gamès. Vous receviez le BC Orchy. Nos équipes y étaient et on découvre un résumé de cette rencontre tout de suite en images. Pour le compte de la 6e journée du championnat U18 Elite Groupe B, le Saint-Quentin Basketball recevait Orchy dimanche dernier, une rencontre entre le premier et le dernier. Un match déséquilibré qui a permis au coach saint-quentinois Christophe François de travailler pour la suite de la saison. Au final, ce sont les locaux qui s'imposent très largement, 92-37. On a un écart qui est flatteur, qui est conséquent. Après, on a fait un match en 2 parties, on va dire. En première mi-temps, on était un peu attentiste, on était hors rythme. On avait des loupés défensifs, des erreurs commises X fois qu'ils ont su exploiter. En deuxième partie de match, on a rectifié le tir. On a encaissé 13 points sur la deuxième période. Il reste à 37 sur le cumul de 40 minutes, ça reste une performance défensive. On a enfin développé notre jeu rapide, on a retrouvé de l'adresse, on a fait voyager la balle, ils nous ont proposé une défense de zone sur laquelle on s'est bien adapté. Bon, on a enfin joué au basket sur les 20 dernières minutes, je dirais. La différence, c'est tout simplement l'envie, l'état d'esprit dans lequel on a abordé la deuxième période. À la mi-temps, on s'est dit les choses, en deuxième mi-temps, on a commencé à jouer. Encore une fois, c'est une question d'intensité, de rythme et d'envie par rapport à ce qu'on va entreprendre. Ce sont les derniers de la poule Orchy, d'accord ? Donc nous, l'idée, c'était surtout de préparer la future échéance, c'est le Pôle France dans 15 jours. Donc par rapport à ça, on se devait aussi de travailler. Maintenant, hier, ils ont fait un déplacement sur Strasbourg. C'était compliqué pour les mecs qui ont évolué en espoir. On savait pertinemment qu'ils seraient un peu fatigués. Et puis, bon, voilà, l'idée, c'était de faire jouer tout le monde, répartir les temps de jeu, gérer la fatigue. Et puis être capable de s'adapter par rapport à l'opposition du jour. Le prochain match, c'est les 2 premiers qui se rencontrent. D'accord ? Donc on est allé faire une perf en gagnant au Pôle France, chose que personne n'a réalisé dans la poule jusqu'à présent. Malheureusement, il y a 15 jours, on est allé s'incliner contre Liévin. On a eu un avertissement sans frais contre Cergy, où on a gagné de 2 points à domicile. Il faudra bien négocier les déplacements de Cergy et de Charenton. Donc on se déplace en Ile-de-France. Après, on reçoit le Pôle France. Moi, je désacralise un peu le truc. C'est-à-dire que voilà, le Pôle France, on va le jouer comme un match, oui, important, mais pas forcément décisif. Il y aura d'autres rencontres après qu'il faudra bien négocier. Après, le Pôle France, on sait que c'est une équipe atypique dans la poule. C'est très athlétique. C'est des basketteurs, pour certains, qui sont en équipe de France. Maintenant, c'est une équipe qui est plus jeune, moins expérimentée que nous. Il faut qu'on soit en capacité d'exploiter ça par rapport au match aller, où on avait fait quelques erreurs qui auraient pu nous être fatales. On l'a emporté là-bas, c'est très bien, on a un joker. Maintenant, il ne faut pas se louper à domicile. Après un week-end de coupure, le SQBB JSC retrouvera le championnat le 23 mars prochain avec la réception du Pôle France, un match qui s'annonce déjà très disputé. Christophe, tu évoques dans l'interview d'après-match la difficulté d'avoir des joueurs qui doublent, qui évoluent en espoir et en U18. C'est compliqué ça à gérer les jours de match ? C'est pas forcément compliqué. Disons qu'il peut y avoir une accumulation et au fur et à mesure que la saison se déroule, forcément les organismes trinquent un peu. Après, nous, on essaie d'ajuster notamment en termes de temps de jeu la fatigue de chacun d'entre eux. Donc on est en veille par rapport à ça, on est très focus sur l'état de forme de chacun, les petits bobos qui peuvent traîner, etc. Après, il y a une notion aussi qui diffère, c'est selon si on joue à domicile ou à l'extérieur.
Lorsque les U21 sont sur un déplacement qui est loin, on sait que le lendemain, bien entendu, ça va nous demander une adaptation. Quand les 2 matchs sont à domicile, bon, je dirais qu'en termes de récup, c'est beaucoup plus simple à gérer. L'avantage d'un match comme ça, Jérôme, c'est que les espoirs ont joué la veille à Strasbourg, ils sont revenus dans la soirée. Un match, on va dire, entre guillemets, facile comme ça permet aussi de reposer les organismes. Oui, après, comme Christophe l'a dit, on est là aussi pour gérer effectivement l'humain. Ça permet aussi ce genre de match de faire jouer des personnes qui ont peut-être un temps de moins de jeu précédemment, de pouvoir évoluer, de pouvoir se développer, et puis voilà. Donc on essaie, tant se peut, de pouvoir gérer les temps de jeu de chacun par rapport aux prestations de la veille. Donc vous êtes vraiment un binôme parce qu'on voit des temps morts, Christophe qui a la plaquette, d'autres c'est toi qui l'a en main. Comment vous fonctionnez? Comment il fonctionne ce binôme au quotidien? Avec Christophe, ça fait pas mal d'années qu'on se connaît. Ça match correctement. En fait, Christophe, lui, il est entre guillemets performant et spécialiste dans tout ce qui est le jeu offensif. Et moi, Christophe, il me missionne sur tout ce qui est défensif. On a des défenses qui vont être adaptées par rapport à ce que propose notre adversaire, surtout sur des choses, on va dire, en collaboration. Et puis on essaie de mettre les choses en place, et puis ça match plutôt pas mal, quoi. Il n'y a pas de notion, hormis sur la feuille de match, de coach et d'assistant. Vous êtes vraiment tous les deux coach quelque part. Oui, alors si on se réfère à la feuille de match, je suis coach principal et Jérôme est assistant. Mais effectivement, dans le cadre du fonctionnement, moi je qualifierais Jérôme d'adjoint. On se connaît depuis longtemps, on sait comment on bosse l'un et l'autre, on se répartit les tâches. Enfin, moi j'ai un management qui est plutôt participatif, donc je délègue pas mal de choses à Jérôme. Et oui, on fonctionne ainsi, y compris les week-ends de compétition. C'est peut-être une force justement de se connaître depuis très longtemps. Quand on est sur le banc un week-end de match, c'est plus facile peut-être? En fait, c'est plus facile, oui, pour nous. Après, pour les gamins, c'est peut-être un peu différent. Après, je pense que c'est une force aussi pour eux de s'enrichir d'apports de 2 coachs. Ça permet d'avoir une vision autre que s'ils avaient un coach pendant 10 ans, pendant 10 mois. Donc voilà, ça permet d'avoir d'autres visions. Je pense qu'on match plutôt pas mal. Et puis ça a fait ses preuves, je pense, sur l'évolution du joueur. On parle d'évolution du joueur. Donc ma question suivante, c'était comment, Christophe, tu construis cette équipe, mais je vais reformuler ma question, comment vous avez construit cette équipe en début de saison? Comme tous les ans. En fait, on s'appuie sur un équilibre générationnel. Il faut savoir que si on prend la saison en cours, par exemple, on a des joueurs première année qui sont 2009, des deuxième années qui sont 2008 et des dernières années qui sont 2007. Pour certains d'entre eux, ce sont des joueurs que j'ai eu moi-même en U15 Elite à l'époque, et même avant en sélection U13. 80% d'entre eux sont issus du pôle espoir, donc principalement du pôle d'Amiens. En fait, l'idée, c'est de les rentrer et d'avoir une continuité par rapport à ça. Notre première source de recrutement, je dirais, elle est interne, dans le sens où aujourd'hui, on a la chance d'avoir des U15 élites. Ce sont des joueurs qui sont pôlistes. Au-delà de ça, bien entendu, on fait des détections. Il y a des gens qui candidatent, on les reçoit, on les essaie, on les évalue. Et en fonction de nos besoins spécifiques, on peut aller chercher des gens à l'extérieur. Mais la particularité de l'équipe de cette année, c'est que sur 11 éléments, 8 d'entre eux sont passés au pôle espoir d'Amiens. Mais quand on arrive en U18 comme ça, il n'y a pas, quand on crée l'équipe, il n'y a pas une certaine concurrence avec, par exemple, des centres de formation qui ont peut-être une offre un peu plus importante à offrir aux joueurs? Oui, ça arrive. Ça arrive. On en a fait d'ailleurs les frais ces dernières années. Mais aujourd'hui, l'attraction première, c'est l'équipe première. On voit qu'aujourd'hui, Julien Mahé fait un énorme boulot avec ses assistants. On sait qu'aujourd'hui, Julien Mahé fait confiance aux jeunes. On le voit ces dernières années. Donc, les gens de l'extérieur se disent, tiens, pourquoi pas la Saint-Quentin, en sachant que le coach de l'équipe première fait confiance aux jeunes, en sachant qu'on parle de 18 vers U21, U21 vers les pros. Et c'est justement, c'est compliqué, ça peut être frustrant des fois de voir des joueurs partir vers des centres de formation, mais quel est l'argument principal pour dire, allez, viens Saint-Quentin, hormis l'équipe première, qu'est-ce qu'on peut t'apporter en plus? Les voir partir, je dirais que ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, libre à chacun d'aller essayer autre chose ailleurs. Au même titre que nous, on fait appel aussi des fois aux joueurs de l'extérieur. Après, nous, nos arguments sont très simples. On essaie de travailler sur la continuité. On rentre sur un cursus de 3 ans pour la catégorie cadet. L'idée, c'est au-delà de les emmener sur la catégorie U16, U17, U18. Aujourd'hui, il y a une ouverture sur les U21. Donc c'est aussi pour ça qu'on met un point d'honneur à régionaliser, je dirais, notre recrutement, en tout cas en priorité.
Il y a un argument aussi qui va arriver dans quelques semaines, quelques mois, c'est les logements pour les jeunes du centre de formation. C'est peut-être un atout aussi dans le futur recrutement qui va arriver? Je pense qu'en termes de logistique, il n'y a rien de mieux. Déjà, on parle du joueur, du jeune joueur, hein, c'est du U16 au U18, mais aussi, il y a aussi le facteur parent. Je pense que d'avoir cette structure qui doit arriver d'ici peu va amener un plus. Et ça, c'est pas anodin. Parce que ça permet de suivre le joueur au quotidien, de l'avoir entre guillemets toujours d'un coin de l'œil et de le suivre. Ça va être une vraie plus-value, notamment pour le fait d'avoir une maison de vie où ils vont être regroupés. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont à Condorcet, donc ils sont en internat. Il y a la gestion de la semaine, mais il y a aussi la gestion du week-end. Donc le week-end, il y a les matchs. Donc forcément, nous, on se doit de jongler par rapport à ça pour la prise en charge. Quand ils ont cours du lundi au vendredi, c'est assez facile. Le samedi, dimanche, ils sont dispatchés dans différentes équipes. Donc ça demande d'autres moyens et une autre organisation. Le fait d'avoir un hébergement, même le week-end, c'est forcément un atout majeur. Jérôme, quels objectifs vous étiez fixés avec Christophe à vos joueurs U18 en septembre dernier? Alors, quand on commence la saison, en fait, on regarde nos poules, le tirage, etc. Nous, avec Christophe, honnêtement, on s'est fixé la poule haute. Malheureusement, pour différentes raisons, on n'a pas pu y accéder à un match près. On a eu beaucoup de blessés, donc notre poste 2 titulaire, notre poste 3 titulaire, notre poste 5 titulaire, qui est arrivé au mauvais moment. Là, aujourd'hui, c'est ce qu'on disait aux joueurs sur la deuxième phase, c'est vous les joueurs, qui allez fixer votre objectif. Nous, d'ailleurs, on vous accompagnera. D'accord ? Donc le but du jeu, c'est de terminer le plus haut possible, la première place, pour essayer de jouer effectivement la triangulaire. On rappelle, hein, Christophe, que lors de la première phase, vous avez terminé 4e avec 6 victoires et 4 défaites. Jérôme l'a dit à demi-mot, c'est un bilan qui est frustrant parce que le facteur blessure, on ne le prévoit pas sans début de saison. Oui, après, il faut composer avec. Ça fait partie des aléas. On n'est pas un cas isolé. On n'est pas la seule équipe à avoir eu des blessures. Ceci étant, elles nous ont impacté, c'est indéniable. Oui, c'est mitigé. C'est mitigé parce qu'on est passé à rien. On a notamment battu Reims et Lille, qui sont aujourd'hui en poule haute. Malheureusement, dans le derby contre les Donésiens, on s'est incliné à 2 reprises. Et au deuxième match, sur un tir au buzzer... Bon. Il y a toujours un sentiment de frustration. Oui, c'est ainsi. C'est comme ça. Mais je pense qu'on méritait d'y aller en poule haute. Aujourd'hui, d'autres ont mieux géré, ont été plus constants, plus réguliers que nous. Et place à la deuxième partie du championnat avec cette poule basse, quoi. Justement, Jérôme, vous venez de terminer ce week-end la 6e journée de ce groupe B, qu'on va dire la poule basse. Vous êtes premier actuellement. Il y a ce sentiment de frustration, mais il y a aussi la satisfaction d'être premier actuellement. Maintenant, il faut la garder, cette place. Il faut la garder, il faut la confirmer. On a des gros matchs qui arrivent, hein, Christophe l'a dit tout à l'heure. Dans 15 jours, on a le Pôle France qui arrive à Gamès. Il va falloir le négocier. Ils sont premiers ex aequo avec nous. Mais même si on arrive à prendre ce match-là, il ne faut pas se relâcher parce que les 2 équipes parisiennes, là, c'est costaud, c'est dense, c'est athlétique. Et il va falloir effectivement gérer ça et avoir les dents longues, effectivement. Tu l'as dit dans ton interview tout à l'heure, mais jouer le Pôle France, il y a quand même une certaine pression supplémentaire. On va affronter des joueurs qui sont des futurs potentiels pour jouer en pro dans quelques années, voire quelques mois peut-être. C'est un match pas forcément différent, tu l'as dit. Oui, après le Pôle France, historiquement, c'est de manière très régulière en poule haute. Cette année, ils ont eu une première phase qui était très compliquée. Ils sont arrivés en poule basse, donc effectivement, je dirais que c'est le gros favori de notre poule. Nous, on a fait une performance historique, on est allé gagner là-bas, c'est du jamais vu. Personne ne l'a fait dans la poule jusqu'à présent. On espère les voir tomber, mais pour le moment, ce n'est pas arrivé. Après, ils sont premiers ex aequo avec nous. On a un bilan comptable qui est identique, on est à 5-1. On va les recevoir, on est à domicile. On va le jouer sans pression, ce match. On a souvenir d'avoir été très content d'avoir gagné au Pôle France et on est allé s'incliner à Liévin, ce qui n'était pas prévu dans le calendrier. Donc au-delà de ça, au-delà de ce match, le 23 mars, on a un déplacement à Cergy qui peut être périlleux. Hein. On n'a gagné que de 2 points à domicile. On va à Charenton. Et on reçoit donc Liévin qui nous a battus chez lui. Une fin de saison assez compliquée. On a l'habitude ces dernières années de voir les équipes de jeunes en Pôle France jouer toujours les premières places. Cette année, ils sont en poule basse. Comment ça s'explique? Est-ce que c'est une génération un peu moins performante, entre guillemets, que celles précédentes qui sont passées? Le Pôle France, effectivement, comme tu l'as souligné, ils ont tendance à jouer toujours les premières places en poule haute, même des fois un peu plus loin. Mais là, a priori aussi, ils ont eu des blessés en début de saison qui ont été préjudiciables à leurs résultats. Ils n'ont pas été constants.
Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ils ont perdu des matchs qu'il ne fallait pas. Et un peu comme nous, on se retrouve tous les deux dans la même poule. Et puis, voilà, quoi, tous les deux premiers. Il va falloir faire avec. Et puis voilà, quoi. Bon, du coup, là, il reste quelques matchs avant la fin de cette poule basse. Et ça se passe comment après? Alors après, là, on est en poule basse, il y a 6 poules. Ils vont prendre les premiers de chacune des poules. Et ensuite, on part sur une triangulaire. Donc triangulaire, tu termines premier de ta triangulaire, tu es qualifié. Et après, ils prennent les meilleurs deuxièmes. Mais bon, il n'y a pas trop de calcul à faire. Il faut aller chercher cette première place. Et après, sur la triangulaire, il y a 2 rencontres à prendre sur les 2 matchs. L'année dernière, on en a fait une. On s'est incliné contre Dijon, qui a fini champion de France. Et on avait perdu contre Quimper. Mais tu le disais tout à l'heure, Jérôme, ce sont les joueurs maintenant qui ont les objectifs entre les mains. Mais forcément, de se dire on va jouer une triangulaire, peut-être aller même plus loin que ça, c'est un facteur de motivation supplémentaire et ça forge un objectif en plus. Oui, c'est indéniable. Donc on a voulu, nous, agir et interagir par rapport à cela. C'est donner les rênes à un moment donné aux joueurs. Par rapport à leur constance, etc., qui a été préjudiciable quand même en première phase. Ok les gars, voilà, vous avez les clés en main, c'est vous qui allez conduire le camion, d'accord. Nous, on fera le nécessaire, automatiquement, on est obligé d'être là, d'accord. Mais c'est les joueurs qui ont les clés en main. Maintenant, si on peut, on va faire. Et on va faire, j'en suis conscient. Bon, en tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. On arrive déjà presque à la moitié du mois de mars. Vous êtes focus sur cet exercice 2024-2025. Mais est-ce qu'on pense déjà à la saison prochaine et est-ce que ça se prépare déjà ? Oui, on y pense. On y pense. On est dans une période qui est une période clé. On a fait une détection. Tu imagines bien qu'il y a un nombre incalculable de candidats qui postulent. Nous, dans un premier temps, on fait notre état des lieux, je dirais, en interne, à savoir qui on va garder, qui compte partir. En fonction de ça, on décèle des besoins spécifiques. Il y a des manques, on le sait pertinemment. Chez nous, aujourd'hui, c'est les joueurs intérieurs. C'est le secteur Picard qui veut ça, mais c'est compliqué. Il nous faut très souvent, pour ne pas dire toujours, aller chercher des joueurs intérieurs à l'extérieur. Donc, on s'attelle à ça en ce moment et on est en plein recrutement. Ouais. C'est compliqué de se focus sur la saison et déjà de préparer à moitié et de penser à celle d'après. Oui, c'est vrai, il n'y a rien de facile. Mais c'est l'exigence qu'on arrive à se donner, Christophe et moi. On échange beaucoup. Moi, je ne suis pas employé par le club, j'ai mon travail à côté. On passe du temps des fois au téléphone. Quand je viens de la région parisienne pour le travail, on passe un peu de temps, on échange. Tiens, j'ai reçu ça, j'ai entendu ça. Et toi, de ton côté, est-ce que tu as vu? Oui. Ok. Ce soir, comment on fait pour travailler, etc. Et on avance comme ça, en fait. Et c'est une période qui n'est pas forcément évidente. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué. Toi, tu es salarié du club, toi, tu ne l'es pas, justement. Ouais. Et toi, tu dois jongler avec les deux. En étant investi dans ta profession, mais en étant investi en tant qu'adjoint, je reprends le terme de Christophe, auprès de lui. Oui, après, bon, c'est comme ça. Ça me demande des fois de la gymnastique de cerveau et d'être présent, d'essayer d'être le plus présent possible à l'entraînement. Donc si je pouvais, ce serait entraînement tous les jours. Malheureusement, il y a toujours au moins une journée dans la semaine où je ne peux pas parce que je suis à Fontainebleau et puis pour revenir, etc., ce n'est pas forcément compatible avec les horaires d'entraînement qui sont généralement à 17h30. Mais on essaie de faire au mieux. Si je fais entraînement, d'ailleurs avec Christophe, il m'appelle, c'est bien passé, on échange et puis voilà. Il y a aussi un travail vidéo, je suppose, qui est fait après chaque rencontre. Oui, alors il y a une étude de l'adversaire. Ensuite, on s'appuie sur un bilan statistique, notamment pour les matchs retour par rapport au match aller. Et après, on étudie les choses avec Jérôme par rapport à un plan de jeu qu'on définit. Parfois, le plan de jeu de l'aller, on le recommence et ça suffit pour l'emporter. Des fois, il faut revoir sa copie. Mais oui, bien entendu, il y a une étude en amont de la rencontre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, messieurs, pour cette fin de saison, Jérôme? Écoute, que la saison se termine bien, d'aller le plus loin possible. Et pour les gars, moi, je voudrais bien qu'on aille effectivement en triangulaire, qu'on termine premier. Christophe, la même question. La même chose. Ce serait le Graal d'aller au Final Four. Après, comme l'a souligné Jérôme à juste titre tout à l'heure, c'est avant tout leur objectif. C'est le nôtre, mais on le partage avec eux. Et puis derrière, que chacun d'entre eux puisse aller au plus haut niveau. On est là pour les accompagner. Et derrière, qu'on fasse du mieux pour notre phase de recrutement pour la saison à venir. C'est important aussi. On parlait en première partie du SQBB en Betclic Elite. J'ai envie d'avoir votre avis un petit peu sur la saison qui sont en train d'effectuer les Saint-Quentinois. Jérôme, ton avis sur les 3/4 de la saison qui viennent de s'écouler? Moi, je pense que réellement, Julien Mahé, je ne le connais pas personnellement, mais d'après
le retour que j'ai et le visu que j'ai sur les matchs, c'est un druide, c'est un magicien. Pour moi, il fait du très gros travail avec ses assistants. Les joueurs, je peux comprendre que des fois, ça peut être compliqué à l'entraînement, mais ils lui rentrent sur le terrain. Je pense qu'il a la solution. Je pense réellement qu'ils ont de quoi faire pour aller jusqu'au au top 8. Peut-être la 6e place, ça risque peut-être un peu compliqué, mais je pense qu'ils sont capables d'aller à ces playoffs. Ton avis, Christophe, également, que toi tu le côtoies un petit peu plus, Julien? Ils ont fait une très belle saison. Beaucoup d'entre nous appréhendaient cette deuxième année en Betclic. Les faits découvertes étant passés, oui, effectivement, on pouvait se poser certaines questions. L'effectif a été remanié, comme tous les ans. On a rajouté à ça la BCL, donc forcément, c'est une gestion aussi derrière, notamment en termes de fatigue, déplacement et autres. On n'a pas non plus un effectif de 15-16 professionnels. Mais ce qu'ils font, c'est super. Après, oui, gagner Paris, perdre derrière, les gens sont un peu déçus. Mais il faut retenir aussi le positif de ça. Ils font quand même une sacrée saison et de très belles performances. Et la saison n'est pas encore finie. Objectif de finir dans le top 8. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission, d'avoir accepté notre invitation. Restez un petit peu avec moi parce que j'ai un petit cadeau, un gros cadeau à faire gagner aux téléspectateurs qui sont devant leurs écrans. C'est un ballon officiel de la BCL qui est dédicacé, vous le voyez, par l'ensemble des joueurs du SQBB. Mais pour cela, il faut répondre à une question. Le jeu concours commence à partir de maintenant. La question, je vais vous la poser dans quelques instants. Mais messieurs, à votre avis, comment on va faire pour le gagner? Tu vas nous l'apprendre? Exactement. Je pensais que tu aurais peut-être essayé. Pour le remporter, il faut répondre à cette question. Quel joueur du Saint-Quentin Basketball a inscrit le plus de points en Coupe Corach en 1991 et plus précisément, combien en a-t-il marqué durant ces 2 rencontres de Coupe Corach? C'était en 1991. Messieurs, allez, vous y collez et je vais commencer par Jérôme. Tiens, allez. Vargas, non? Il était dans l'équipe, Vargas, José Vargas? Perdu. Merde. 91, c'est l'équipe qui a joué le Pana. Exactement. C'est la seule année d'ailleurs où on a évolué en Coupe d'Europe, qu'on appelle la Coupe Corach avant. J'hésiterais entre Tons et Williams, qui étaient les 2 ricains, si je ne m'abuse. Je miserais sur Williams. D'accord. Et si tu te mouillais, peut-être un nombre de points? Parce qu'il faut donner aussi le nom et le nombre de points. Sinon, c'est pas trop facile. On va dire 25 points. Sur les 2 matchs, hein. Non, je pensais sur le match à Saint-Quentin. C'est cumulé des 2 matchs, le match aller qu'on a remporté et le match retour qu'on a perdu là-bas. 49. Bon, eh ben, je te dirai pas si tu as gagné ou si tu as perdu. Pour participer, vous donnez votre réponse sur le post prévu pour ce jeu concours en ligne sur la page Facebook de MaTélé qui va être disponible dans quelques minutes maintenant. Et vous avez pour jouer jusque mardi 18 mars prochain, 17 h. Et en plus de ça, on vous offre le livre de Éric Jonot, La Saga SQBB, 2 cadeaux pour le prix d'un, c'est Noël après l'heure. Messieurs, encore merci de votre participation. Et comme chaque semaine, je laisse le mot de la fin à mes invités. Je vais commencer par Christophe. Alors déjà, merci pour l'invitation, Baptiste. Je vous tire un coup de chapeau par rapport à ce que vous faites. Votre émission est vraiment super sympa. Ça nous permet de voir les clubs du secteur, les différents niveaux, différentes catégories. Et puis pour le mot de la fin, on va souhaiter une bonne saison à l'ensemble des acteurs du basket, joueurs, coachs, dirigeants, supporters, et puis une très bonne fin de saison à notre équipe professionnelle. Jérôme, pareil, le mot de la fin, même plus qu'un mot parce qu'il a fait plusieurs phrases. Christophe. Ça c'est Christophe en fait. Non mais je vais rebondir sur ce que disait Christophe. Je vais tricher un petit peu effectivement. Merci à toi de l'invitation, merci à vous tous, à l'encadrement. Écoute, la meilleure saison possible. Aller le plus loin possible pour l'équipe professionnelle et puis je vais tirer ma paroisse un petit peu, aller le plus haut possible avec la U18. Et en tout cas, messieurs, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et bien évidemment, je pense à Greg qui est devant son écran et qui sera de retour, je l'espère, la semaine prochaine. La semaine prochaine, Anthony sera également avec nous. Cette émission, vous pourrez la retrouver en rediffusion dans quelques instants, mais également à 22 h. Je vous souhaite de passer une très très belle soirée, une bonne semaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.